Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, écoutez-moi, tout va très bien, et aujourd'hui on va dresser le bilan de la saison de l'Olympique Lyonnais. Avant toute chose, si vous appréciez le contenu, d'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux et ça je vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ça permettra vraiment de pouvoir développer cette chaîne. Avant même de commencer la saison, on va déjà parler du crépuscule de la saison dernière. Avant la dernière journée, Lyon est quatrième. Lyon reçoit Nice et le troisième reçoit le Racing Club de Lens. Le Racing Club de Lens fait l'effort de poser beaucoup de problèmes à l'AS Monaco, mais Lyon n'est pas fichu de battre un Nice qui n'avait plus rien à jouer. Lyon se retrouve donc quatrième avec un total de points qui est quand même tout de même intéressant, qui est de 76 points, qui est le plus grand nombre de points pour un quatrième, mais Lyon est quand même quatrième, et vu qu'ils étaient champions d'automne, on a quand même un constat d'échec. Lyon décide donc de ne pas garder Rudy Garcia, ce qui me semble plutôt logique, surtout qu'il y avait quand même des tensions avec les supporters. Et déjà là, les problèmes commencent. Quelques journées après, Rudy Garcia fait une interview dans l'équipe en disant qu'il a beaucoup de problèmes avec Juninho, le directeur sportif, que Juninho s'implique énormément, qu'il lui impose des choix de joueurs, et il lui imposerait même sa tactique. Juninho dément sur le média OLTV, disant qu'effectivement il s'impliquait, mais il n'imposait strictement rien, il donnait juste quelques avis, quelques conseils. Donc déjà, à l'aube d'une nouvelle saison, on sent déjà quelques tensions à l'intérieur du club. Juninho, qui est déjà dans une position assez fragile, est remis en cause par l'entraîneur sortant. Jean-Michel Aulas le défend bien sûr sur les réseaux et dans les médias, mais ça montre tout de même une certaine fragilité. Pour remplacer Rudy Garcia, Lyon a une seule cible, Christophe Galtier. Cela faisait plusieurs mois qu'il parlait, même si malheureusement pendant quelques mois ils n'ont plus vraiment donné de nouvelles à Christophe Galtier, et Nice en a profité pour nouer des contacts avec lui, et Christophe Galtier a rejoint l'OGC Nice. Il faut savoir quand même qu'un lundi soir de mai, il mangeait au restaurant avec Jean-Michel Aulas, et le lendemain midi, il signait à Nice. Christophe Galtier, qui encore une fois n'aurait pas signé à Lyon par rapport à Juninho. Il n'était pas convaincu par Juninho. Lyon se retrouve donc sans aucun entraîneur, mais Juninho a quelques idées, dont une, et c'est celle-ci qui va être choisie, c'est celle de Peter Bosz. Peter Bosz accepte le deal, Peter Bosz plaît aux trois parties, donc Vincent Ponceau, Jean-Michel Aulas et Juninho, ce qui est rare, mais là pour le coup les trois plaît à Peter Bosz. Peter Bosz a quand même une expérience notable à l'Ajax, à Dortmund et à Leverkusen, et on pense que c'est une très bonne solution. En plus de ça, Peter Bosz est francophone car il a joué dans les années 90 à Toulon, et ça, Jean-Michel Aulas, c'est important. D'ailleurs, le fait que Jean-Michel Aulas veuille à tout prix un entraîneur francophone, je trouve que ça montre quand même les limites du projet sportif de Lyon. Mais passons. Donc c'est une décision qui est vraiment prise dans la précipitation. Bosz d'ailleurs va retourner après en vacances car c'était pas du tout prévu. Donc le projet sportif de Lyon autour de Bosz va prendre forme qu'à partir de fin juin. Enfin, projet sportif. Justement, le problème c'est que vu que l'entraîneur n'était pas choisi, il n'y a pas vraiment de projet sportif mis en place. Et ça c'est le gros problème de l'Olympique Lyonnais depuis plusieurs saisons. Peter Bosz quand il arrive impose quand même deux conditions. Avoir un attaquant mobile et surtout récupérer André Onana, le gardien qui était suspendu et qui était prêt à jouer à partir de novembre. Lyon se base donc énormément sur ça et va passer des semaines et des semaines à pouvoir avoir André Onana, sans se préoccuper du reste, sachant qu'il y avait quand même des chantiers à l'Olympique Lyonnais. De plus, Lyon rencontre quand même quelques difficultés financières liées notamment à la crise du Covid et également au fiasco Mediapro. Donc avant de pouvoir remplacer certains joueurs, il faut que d'autres partent, comme Aouar par exemple. Malheureusement, le feuilleton Onana va prendre fin car malheureusement Onana a plusieurs intermédiaires pour gérer ce transfert et le discours ne prend pas tout simplement et on n'arrive pas du coup à conclure ce deal. Et pour les ventes de joueurs, à part Maxwell Cornet qui part pour un beau billet à Burnley, malheureusement il n'y a pas de joueurs qui partent pour un gros chèque. Donc Lyon se retrouve du coup avec des ventes qui n'ont pas lieu, se retrouve avec des joueurs voulus par Peter Bosz qui ne viendront pas, parce que l'attaquant mobile ne viendra pas non plus. On parle de Azmoun en fin de mercato, mais la piste est activée relativement tard. Et Azmoun n'est pas du tout prêt à partir du Zénith. On arrive du coup au 20 août, aucune recrue. Et là, c'est la stupéfaction. En plus de ça, sur le terrain, il y a un énorme fiasco contre Angers, où ils perdent 3-0 au stade Raymond Kopa, où c'est tout simplement une catastrophe. L'équipe est méconnaissable, et en plus, il y a une crise dans le vestiaire avec Marcello. Lyon se retrouve vraiment donc dans l'urgence et fait un recrutement avec les moyens du bord. Il recrute 3 joueurs. Emerson qui était numéro 3 au poste à Chelsea, Xherdan Shaqiri qui était dans le placard de Liverpool depuis plusieurs années, et Jérôme Boateng. Lyon clôture donc ce mercato avec 3 profils qui n'ont pas de réelle certitude.
Comme je l'ai dit assez ironiquement, Jérôme Boateng allait être en plein procès et était sans club depuis plusieurs mois. Ça d'ailleurs, Lyon n'a pas pris conscience de ce problème et je pense que ça a complètement saboté la saison de Jérôme Boateng. Emerson était numéro 3, donc bon, Emerson quand il arrivait à Lyon, on était tous d'accord que ça pourrait être une bonne idée. Donc bon, lui, encore, je peux comprendre que l'idée soit venue naturellement dans le club. Et Shaqiri, qui, oui, effectivement, quand il fait des Euros et des Coupes du Monde et qu'on le voit jouer, il est bon, mais Xherdan Shaqiri, on l'a jamais vu jouer une saison complète. Et je trouve également que ces trois noms montrent quand même un certain manque d'idées dans le recrutement. Forcément, sans recruteur, sans scouting, c'est difficile de me faire un mercato de qualité avec des bonnes opportunités. Malgré ce mercato d'été assez laborieux et ce début de saison qui n'est tout autant laborieux, la saison en septembre et en octobre n'est loin d'être de mauvaise facture. Effectivement, en Europa League, bon, Lyon n'avait sur le papier, soi-disant, pas une grosse poule d'Europe, mais bon, finalement, il y avait quand même les Rangers qui ont été en finale hier. Ils arrivent à gagner tous les matchs en Europa League durant cette période. Et en championnat, ça se passe plutôt bien. Lyon perd qu'un seul match, qui est contre le PSG, sur un pénalty obtenu par Neymar, tout de même assez litigieux. Et arrive cette date du 24 octobre. Lyon affronte Nice. Et pour moi, ce match est un des tournants de la saison. Lyon faisait, je pense, les meilleures 80 minutes de sa saison, gagné 2-0 contre Nice. Et à la 80e, on ne sait pas vraiment pour quelle raison, mais sûrement une fragilité mentale, Lyon se prend 3 buts et perd 3-2. Et ça, c'est une énorme stupéfaction. On sent depuis ce match que Lyon se rentre dans le doute. Lyon rebondira tout de même super bien en recevant le RC Lens et en gagnant avec difficulté, mais en faisant un match tout de même très bon. C'est surtout le Racing Club de Lens qui a été assez performant lors de ce match. Et Lyon se retrouve au Roazhon Park. Et là, la douche froide, Lyon se prend 4-1 contre l'équipe entraînée par Bruno Genesio. Et là, le doute commence à s'immiscer dans le club. Car effectivement, durant cette période de septembre et d'octobre, Lyon n'a peut-être pas perdu à part contre le PSG et contre Nice fin octobre, mais il y a quand même eu des matchs nuls qui auraient pu être évités. Et là, le fait de perdre comme ça contre Nice et de se prendre une raclée, n'ayons pas peur des mots contre Rennes, là, le doute commence à s'immiscer dans le club. 15 jours après, Lyon-Marseille. Malheureusement, 3 minutes après, il y a un abruti qui n'a rien trouvé de mieux que de jeter une bouteille sur le stade. Match annulé, et là, encore une fois, ça apporte des événements négatifs dans le club. Jean-Michel Aulas qui fait une communication qui n'est tout de même, sur Prime Video, qui n'est tout de même pas excellente, on va pas se mentir. Et Lyon n'avait vraiment pas besoin de ça, clairement. En plus de ça, 4 jours avant, Juninho est invité dans l'émission Rotten sans flamme sur RMC, et Juninho dit qu'il veut quitter le club, qu'il quittera le club en fin de saison, que ça n'a pas l'air de se passer super bien, qu'il est essoufflé et qu'il veut partir. Et ça, pareil, c'est un gros marquant de cette saison. Lyon arrive tout de même à enchaîner les résultats en Europe, mais en championnat, c'est une catastrophe. Après avoir battu Montpellier juste après le match contre Marseille, Lyon va enchaîner une série de 7 matchs en victoire. Et en plus de ça, l'Olympique Lyonnais va décider de se séparer de Juninho tout de suite, car ils n'ont pas apprécié du tout les propos qu'a pu tenir Juninho sur Rotten sans flamme. Et le fait que Juninho dise qu'effectivement il est essoufflé, je pense que ça montrait que là le navire allait couler et on pense qu'enlever Juninho aurait peut-être permis à Lyon de se relever. Et ça va poser un problème dans le groupe, car il y a beaucoup de joueurs qui sont proches de Juninho, surtout les Brésiliens forcément, mais il y a des joueurs, on le voit, dès qu'il part, ça va complètement changer. Emerson, qui faisait une première partie de saison qui n'était quand même pas si mauvaise, va complètement disparaître avec le départ de Juninho. Lucas Paqueta, qui était peut-être l'arbre qui cachait la forêt et qui faisait une première saison tout simplement démentielle, va complètement disparaître des radars et va faire une deuxième partie de saison par la suite qui va être laborieuse. Et Bruno Guimaraes, qui l'a recruté du Brésil, va quitter le club au mercato d'hiver pour un gros chèque, pour un gros salaire, et du coup on va perdre un des hommes les plus solides de l'effectif lyonnais. Et moi je reste persuadé que si Juninho avait encore été là, Bruno Guimaraes, même si c'est une offre qui ne se refuse pas, que ce soit pour le club ou que ce soit pour lui, aurait pu attendre juin avant d'aller à Newcastle. Encore une fois, tous les éléments que je vous donnais arrivent juste avant un mercato d'hiver, sachant que Lyon est très mal classé au classement et que Lyon va forcément devoir recruter. Il va falloir trouver des solutions pour améliorer le classement, car Lyon ne peut pas se permettre d'être comme ça en plein milieu de classement. Mais sans Juninho, sans directeur sportif et avec une reconstruction de l'organigramme en plein décembre, c'est forcément difficile de pouvoir travailler correctement. Lyon recrutera quand même 2 joueurs pendant cette période.
Ils vont recruter Tanguy Ndombele pour pallier le départ de Guimarães. Bon, je pense aussi que ramener Tanguy Ndombele, bon, c'était une bonne chose, mais également ça permettait un peu de pouvoir redonner de la baume au cœur aux supporters, parce que Ndombele était vraiment très apprécié dans le club, et c'est vrai qu'on n'attendait pas du tout à le revoir à l'Olympique Lyonnais, et ça a fait du bien aux supporters, très clairement. Et ils ont recruté également Romain Fèvre. Mais Romain Fèvre est encore un joueur en devenir. Romain Fèvre vient de Brest et il lui faudra quand même un peu de temps avant de s'acclimater. Donc vous l'aurez compris, ces deux recrues vont apporter au club, mais pas suffisamment. Lyon ne se relèvera pas et Lyon n'arrivera pas à sortir de ce ventre mou du championnat. En plus de ça, comme je l'ai dit juste avant, Lucas Paqueta n'est plus le joueur qu'il était depuis le départ de Juninho et surtout depuis le départ de son pote Bruno. Lui qui était capable de débloquer des situations à lui tout seul, malheureusement, sans avoir l'envie et puis le moral, c'est difficile de bien jouer. Je pense que ça, c'est comme tout travailleur lambda. Et ce qui va faire également mal à cette deuxième partie de saison lyonnaise, c'est la blessure de Maxence Cacré, qui va être absent quelques semaines, qui est l'homme de base et sûrement l'homme fort de cet Olympique Lyonnais. Et ça va clairement créer un manque. Parce que Ndombele à côté de Cacré, oui d'accord, mais Ndombele à côté d'Aouar ou d'autres joueurs, sans vouloir les dénigrer, c'est beaucoup plus compliqué. En plus de ça, on a un Jérôme Boateng qui est complètement transparent, qui passe son temps à se battre avec tout le monde, donc ça n'aide pas forcément pour le club. On a un capitaine, Léo Dubois, qui est essoufflé rien qu'à mettre son brassard de capitaine. Et on a Jason Denayer qu'on voit plus souvent chez le barbier que sur le stade. Donc malheureusement, Lyon n'arrive pas à être l'équipe qu'elle doit être, et Lyon va complètement se vautrer et va finir 8e, ou au mieux 7e. En plus de ça, Lyon avait un maigre espoir, j'ai envie de dire, enfin des supporters espéraient, je voyais sur Twitter, moi j'avoue j'y croyais absolument pas, mais Lyon espérait pouvoir aller en Europa League. Sauf qu'une équipe qui va en Europa League et qui gagne une Europa League, c'est une équipe qui est en pleine forme, qui est bien structurée. On le voit avec Francfort. C'est peut-être pas l'effectif sur le papier qui est le plus élevé, mais vous croyez-moi que Francfort, ça travaille beaucoup mieux que l'Olympique Lyonnais. Donc ça fait 2 fois en 3 saisons que l'Olympique Lyonnais ne jouera pas l'Europe l'an prochain, c'est un énorme coup dur. Clairement, que ce soit d'un point de vue sportif tout simplement, mais également d'un point de vue économique. Car comme je l'ai dit préalablement, Lyon va rencontrer des difficultés liées à Mediapro et Covid. Et Lyon, quand Lyon fait un budget prévisionnel, prévoit forcément une qualification en Europe. Donc avec un apport de droit télé et avec un apport de qualification. Lyon est un club avec une grosse masse salariale, une des plus grosses de Ligue 1, et Lyon va devoir du coup dégraisser cet effectif. Car quand on ne joue pas l'Europe, ça sert à rien d'avoir un effectif conséquent. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo d'ici quelques semaines sur le mercato idéal de l'Olympique Lyonnais. Quels joueurs, moi, je préférerais qu'ils partent. Quels joueurs je souhaiterais garder. Bon, ce sera complètement subjectif du coup, car ce sera mon opinion. Mais je vous sortirai ça dans quelques semaines, si vous êtes intéressé, avec grand plaisir. Je vous proposerai également des pistes de recrutement à certains postes qui me semblent pouvoir être legit, sans après vous dire que Lyon doit recruter Gabriel Jesus ou Edouard Mendy. Très calme. Mais cette vidéo, je vous la sortirai quand on saura qui est l'entraîneur l'année prochaine, même si a priori ce sera Peter Bosz. D'ailleurs, concernant le coach, il a forcément une part de responsabilité dans les résultats. C'est complètement malhonnête de dire que non. C'est le plus mauvais résultat de Ligue 1 pour Lyon depuis 25 ans, et forcément Peter Bosz ne peut pas être exempté de reproches. Par contre, je pense que peu d'entraîneurs auraient pu faire mieux. Car comme dit précédemment, il y a eu beaucoup d'événements négatifs au sein du club, avec une direction sportive qui a été restructurée 2 fois, une politique sportive qui a été mise très tardivement en place juste avant le début de saison et pendant le mercato. Il faut savoir d'ailleurs, pour donner un peu plus de sens, que depuis l'arrivée de Juninho, il y avait clairement un fossé entre ses idées à lui et les idées de Aulas et de Ponceau. Donc forcément, un club qui n'est pas d'accord dans l'organigramme ne peut pas bien travailler. Je pense que les amis marseillais qui vont regarder cette vidéo pourront le confirmer. En plus de ça, quand tu choisis Peter Bosz comme entraîneur, tu sais que tactiquement, il faut lui apporter des profils. Je pense que ça, Juninho le savait, mais il n'y avait pas forcément les moyens financiers ni les idées. Car Peter Bosz, c'est peut-être un défaut, ça chacun sera libre de décider, mais tout de même têtu, a besoin de certains joueurs pour pouvoir mettre une tactique et des consignes particulières. Et si il n'a pas ses profils, pour lui, c'est forcément difficile de travailler. Cependant, si Lyon construit vraiment son projet sportif autour de Peter Bosz, si Lyon prend vraiment conscience de ses problèmes, comme l'indique la lettre ouverte de Jean-Michel Aulas récemment, en disant qu'effectivement, ce n'est pas que la faute des méchants supporters, mais que le club travaille mal et qu'il faut vraiment tous travailler main dans la main, il y a possibilité de faire quelque chose. Peter Bosz a des très grosses qualités pour lancer les jeunes, on l'a vu, il a donné la confiance à Castello Luqueba, il a donné une confiance à Malo Gusto. Alors vous me direz, oui, c'est normal vu l'effectif.
Je ne connais pas beaucoup d'entraîneurs qui sont capables de sortir leur capitaine de début de saison et de mettre un mec de 18 ans titulaire, quel que soit le niveau du capitaine et quel que soit le niveau du jeune, très clairement. Castello-Luqueva, c'est pareil, on a eu le retour de Jérôme Boateng, il y a eu le retour de Jason Denayer, il aurait pu avoir d'autres joueurs mis à sa place comme Damien Da Silva, il aurait pu choisir l'expérience. Il a décidé de laisser Luqueva. Bon, Luqueva, c'est vrai qu'il est excellent. Mais on a connu des entraîneurs à Lyon, je ne suis pas sûr qu'ils auraient donné autant de temps de jeu aux deux. On l'a également vu dans une interview de Maxence Cacré qui a dit qu'il avait beaucoup progressé avec Peter Bosz. On sent d'ailleurs les joueurs qui aiment plutôt leur entraîneur et ça c'est une bonne chose. Donc il peut y avoir un avenir qui peut potentiellement être radieux. En plus de ça, en parlant d'avenir, on a Tété qui est arrivé en provenance d'Ukraine, qui souhaite rester, et si on arrive à le garder, ce serait vraiment une super chose, car c'est un joueur avec beaucoup de talent et qui peut apporter vraiment beaucoup de choses. Pour rester dans les jeunes, on peut espérer encore l'émergence d'Oriane Cherki, qui a un potentiel assez énorme, il faut qu'il montre plus d'implication dans l'entraînement, c'est ce que Peter Bosz lui reprocherait. Surtout si Tété arrive, c'est à peu près le même poste, même si Cherki peut jouer, je pense, à d'autres postes sans souci. Mais il va falloir qu'il s'implique plus. On a également Bradley Barcola qui est un super jeune qui a eu un peu de temps de jeu et qui aura son temps de jeu qui va grandir. Et la note positive de cette saison, tout de même, c'est la Coupe Gambardella qui a été gagnée par l'Olympique Lyonnais la première fois depuis une vingtaine d'années. Et on a des jeunes qui sont vraiment excellents, comme Mohamed Alarouche pour citer que lui. Et je pense qu'il y aura des jeunes qui vont intégrer, connaissant Peter Bosz, facilement l'équipe première. En tout cas, pour conclure, Lyon va vraiment devoir travailler main dans la main, comme je l'ai dit. Si Lyon veut retrouver son lustre d'antan, Lyon va devoir se moderniser dans sa façon de penser, dans sa façon de travailler. Lyon a deux nouveaux recruteurs, donc Henschos qui s'occupe plutôt du marché allemand, suisse, autrichien, si je ne dis pas de bêtises, et italien. Vous pouvez me corriger, hein, mais il me semble que c'est ça les 4 pays qui visent. On a Alain Caveglia qui est donc recruteur pour la Ligue 2. On le voit avec Johan Le Penant, normalement, qui devrait rejoindre le club rapidement, qui est un des grands espoirs du foot français, donc c'est une très bonne nouvelle. Donc comme j'ai dit, Lyon va devoir se remettre en question, va devoir se moderniser, mais surtout Lyon va devoir arrêter de se mettre en victime et dire que c'est la faute des méchants supporters si Lyon va mal. Ça, normalement, Jean-Michel Aulas a compris, mais bon, on ne sait jamais. Donc bien sûr, l'avenir va également dépendre des nouveaux actionnaires. IDG et Pathé qui ont quitté l'actionnariat, qui ont laissé 40% de part dans le club. Il faut voir par qui ça va être repris. Ça, encore une fois, le fait de ne pas jouer l'Europe, forcément, ça a compliqué les choses. Car quand tu joues l'Europe, forcément, tu as un retour sur un investissement qui est beaucoup plus rapide que quand tu ne le joues pas. Donc ça, c'est un problème. Et en plus de ça, la plupart des investisseurs qui veulent reprendre les 40% veulent mettre quelqu'un à la tête de OL Group. Et ça, Jean-Michel Aulas, malheureusement, n'est pas prêt. En tout cas, j'espère sincèrement que Lyon va rebriller de mille feux, car il y a de plus en plus de clubs qui travaillent bien et qui ont des moyens quand même assez importants. Et il ne faut pas creuser l'écart avec des clubs comme Marseille, comme Nice, comme Rennes, comme Monaco. Il va falloir accrocher ce wagon pour pouvoir reprétendre à l'Europe à nouveau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire une vidéo sans être assez agressif parce que clairement le club m'énerve. J'ai oublié de préciser pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je suis supporter lyonnais. Donc c'est pas toujours évident d'être le plus objectif possible, j'ai essayé de l'être. J'essaie également d'être le plus pédagogue pour les gens qui regardent cette vidéo qui ne sont pas supporters lyonnais. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, n'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment important pour le lancement de cette chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt. Tchuss!